Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur les formations à distance qui se sont développées de manière exponentielle depuis la période Covid, sauf qu'il faut être très vigilant sur la formation. Mais justement, on a avec nous nos experts du droit de la formation qui savent tout sur la formation à distance. C'est Valérie Michelet et Bonjour Jérôme. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Alors Valérie, il faut commencer par définir un petit peu ce qu'est la formation à distance. Est-ce qu'il y a une définition légale, réglementaire de cette formation à distance? Alors effectivement Jérôme, le législateur pose une définition de l'action de formation. Donc l'action de formation peut prendre la forme d'un parcours pédagogique dont la visée est de réaliser des objectifs ou un objectif professionnel. Et le législateur précise que cette action de formation peut, toute ou en partie, se réaliser à distance. Alors, il ne s'arrête pas là, bien entendu, il précise que la mise en œuvre de cette action de formation organisée à distance doit, pour être valide, pour être financée, pour entrer dans le champ de la formation professionnelle, avoir trois critères en fait, trois critères intérieurs. Le premier critère, c'est l'existence d'un accompagnement. Alors deux types d'accompagnement, un accompagnement technique puisqu'on est sur une formation à distance, et puis un accompagnement pédagogique. L'existence de ces deux modalités d'accompagnement permettent de dire qu'on est bien face à une formation à distance. Donc cet accompagnement doit permettre de favoriser, bien entendu, pour le bénéficiaire, le parcours pédagogique dans lequel il vient d'entrer. Deuxième critère, c'est l'information du bénéficiaire de la formation à distance. Quelle information? Il doit être informé sur les travaux qu'il doit réaliser et la durée estimée pour réaliser ces derniers. Dernier critère, l'existence d'évaluations régulières, formatives notamment, qui vont jalonner le parcours de formation suivi à distance. Ça veut dire, il y a des critères, mais il faut donc un formateur. Un simple cours en ligne, c'est pas une formation. Est-ce qu'on peut l'appeler formation à distance quand il n'y a pas de formateur? Alors, quand il n'y a pas de formateur, ça veut dire qu'il manque un élément. L'accompagnement. Valérie Michelet vient de rappeler tous les éléments constitutifs d'une action de formation. Donc s'il en manque une, ce n'est pas une action de formation. La mise à disposition d'un support pédagogique peut être utile, peut être intéressant, néanmoins, seul, ça ne peut pas être constitutif d'une action de formation. Donc là, en l'occurrence, si votre apprenant, on le met face à une plateforme avec effectivement un login, un mot de passe, et on lui demande de s'auto-former, ça ne sera pas considéré comme une action de formation, mais plutôt comme la mise à disposition d'un support pédagogique, et donc ça sera une prestation de service. Alors comment on démontre que ce que l'on propose est une formation? Alors, sur la question de la preuve, déjà nous avons nos trois éléments. Il faut donc sur ces trois éléments, ces trois critères, pouvoir apporter des éléments de preuve. Le pouvoir réglementaire a bien précisé que tout élément probant pouvait être apporté. Donc là, il n'y a pas de liste. Alors évidemment, on peut essayer ensemble un petit peu de fouiller ce que peuvent être ces éléments probants. Plusieurs éléments peuvent être utilisés. Alors je vais vous en donner quelques exemples. La réalisation des travaux, puisqu'on a précisé qu'effectivement, il y allait y avoir des travaux à réaliser à distance. Le fait que les travaux aient été réalisés avec plus ou moins de succès, peu importe, peuvent être un moyen probant pour prouver que cette dernière a eu lieu. La réalisation d'évaluations intermédiaires pour évaluer la progression dans le parcours, des émargements, et oui, on peut faire de l'émargement lorsqu'on est à distance, on parlera d'émargement électronique, et puis toute rencontre avec l'encadrant pédagogique, qu'il s'agisse d'échanges de courriels, qu'il s'agisse d'interventions sur un forum, par exemple, organisé au sein d'un LMS, ces échanges avec l'encadrant pédagogique peuvent être utilisés à titre de preuve. Donc ça veut dire qu'il faut un suivi, il faut vraiment tracer tout ce qui est autour, ce qui est proposé
à l'apprenant et aux stagiaires. Il y a un contrôle qui doit être fait, c'est capital. Tout à fait, il faut une interaction. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez d'un cours en ligne. Si vous mettez donc à disposition d'un apprenant donc une plateforme sans cette interaction, alors quand on dit interaction, c'est pas forcément du face-à-face pédagogique, ça peut être en différé. Peu importe d'ailleurs le canal, je dirais, de communication. Il y a plein de formes, on parle de blended learning à travers des plateformes de LMS, directement en ligne, dans des intranets d'entreprise. Mais c'est compliqué pour l'entreprise, il y a des enjeux, j'imagine. Tout à fait. En tout cas, il y a des enjeux, mais il faut toujours se mettre, je dirais, en tête que le formateur est un élément clé d'une action de formation, dans le sens où il faut absolument que ce formateur puisse avoir un regard, par exemple, sur les travaux réalisés, c'est-à-dire présenter des travaux si effectivement ces travaux n'ont pas été corrigés. Les travaux ne suffiront pas pour prouver que l'action a été réalisée. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu, je dirais, pour l'acheteur, qui peut être par exemple une entreprise, c'est dans sa relation avec le salarié, pouvoir tracer les actions de formation. Ça permet aussi demain de se constituer des preuves pour répondre à ces obligations formatives, notamment dans le cadre de l'entretien professionnel, puisque l'employeur a l'obligation de dispenser au moins une action de formation, autre qu'une formation obligatoire, tous les 6 ans. L'autre enjeu, c'est la possibilité aussi pour un employeur de tracer l'action de formation et tracer le temps de formation, puisqu'il y a un enjeu, c'est la rémunération du salarié. Donc la question de la traçabilité est nécessaire. Côté organisme de formation, côté prestataire de formation, c'est différent puisque l'activité de formation est réglementée en France et dès lors qu'on présente une action comme étant une action de formation, peu importe la modalité, que ce soit du présentiel, une formation à distance, une formation en situation de travail, il faut pouvoir démontrer les éléments constitutifs d'une action de formation, mais en plus, il va falloir prouver le bien fondé de cette action de formation, que cette action avait pour objectif de professionnaliser l'apprenant. Et surtout, cette démonstration va permettre, alors c'est une démonstration qui peut se faire par tout moyen, c'est-à-dire que là, le Code du travail n'exige pas des documents particuliers. Alors c'est ça qui, parfois, peut être troublant pour certains organismes de formation, qui souvent se posent cette question de la preuve. Comment je fais lorsque je fais de la formation à distance? Alors, tout à l'heure, Valérie a listé un certain nombre de preuves qu'on peut se constituer. Concernant l'enjeu, l'enjeu vis-à-vis d'un contrôle, c'est tout simplement prouver que la formation a bien été réalisée et ça permet de ne pas être sanctionné, puisqu'il y a une sanction quand même qui est assez lourde, c'est de considérer que si l'organisme de formation n'a pas démontré la réalisation et le bien fondé, il devra rembourser son co-contractant, c'est-à-dire que si ça a été financé par un financeur du type OPCO, Caisse des dépôts, région, il devra financer toute l'action de formation qui n'a pas pu être prouvée. Merci en tout cas à tous les deux pour toutes ces informations. On en sait plus sur la formation à distance. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.